Le ministre de l'économie et des finances à la direction générale des douanes, 173 milliards de francs CFA de juin à décembre prochain. C'est l'impératif de recettes fixé à l'administration des douanes. Demain, 14 juin, le monde célébrera la journée internationale du donneur de sang. Occasion pour nous ce soir d'ouvrir une fenêtre sur le Centre national de transfusion sanguine, sa mission réelle et les conditions d'accès à ses services. Nous sommes mercredi 13 juin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, est depuis hier à Alger. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a été accueilli à son arrivée par son homologue algérien Ahmed Ouyaya, le président de l'Assemblée nationale populaire, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, ainsi que d'autres personnalités. Cette visite de travail de 2 jours s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays. Ainsi, le Premier ministre malien aura des entretiens avec les responsables algériens axés sur la situation au Mali et au Sahel, ainsi que sur l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de sa redynamisation et consolidation. À travers cette visite, Maliens et Algériens travailleront également sur le renforcement des relations bilatérales. Les deux pays réfléchiront également sur les voies et moyens pour sortir notre pays de la crise actuelle. Il est attendu près de 173 milliards de francs CFA du service des douanes pour la période de juin à décembre en termes de recouvrement. Pour ce faire, une urgence s'impose pour améliorer les conditions de travail des agents en vue d'accroître les rendements du service après les pillages et les saccages des bureaux de la Direction générale des douanes. Voilà le constat fait par le ministre de l'économie, des finances et du budget, accompagné du ministre délégué chargé du budget qui s'est rendu ce matin au service des douanes. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Pour manifester leur solidarité à l'endroit des soldats de l'économie après les saccages des bureaux de la direction des douanes, les ministres de l'économie, des finances et du budget et son collègue délégué chargé du budget se sont rendus au service des douanes où ils ont eu droit à une visite guidée des lieux. Les événements du 22 mars ont fait que les partenaires au développement qui financent le déficit de notre budget d'État se sont retirés. C'est donc sur les ressources nationales que nous pouvons compter. Ces ressources nationales elles-mêmes ont été fortement réduites par le fait que la confiance des opérateurs s'est fortement réduite. Mais le peu qui reste est difficile à mobiliser à cause du fait que l'outil de travail des douaniers a été totalement détruit. Avec l'appui des autorités et des partenaires techniques financiers, la Direction générale des douanes a bénéficié d'une importante dotation en matériel et logistique. Malheureusement, plusieurs autres structures de la douane ont été pillées et saccagées, ainsi que le centre informatique et statistique qui a coûté plus de 2 milliards de nos francs a été entièrement détruit. Ces actes de vandalisme ont handicapé la douane dans son fonctionnement qui a été obligé de déménager dans les bureaux des produits pétroliers. Ils ont créé des cloisons, ils se sont mis à 10, 15, 17 par bureau. Ils font la double vacation. Certains viennent travailler le matin, d'autres l'après-midi. Certains viennent travailler lundi, d'autres mardi. Mais ils continuent à faire le travail, à faire rentrer l'argent. Nous avons bien sûr pris l'engagement, le ministre du budget et moi-même, de nous investir du mieux que nous pouvons pour les remettre le plus rapidement possible dans les conditions normales de travail. Pour le directeur général des douanes, en termes de recouvrement pour la période de juin à décembre, il est attendu près de 173 milliards de francs CFA, soit une moyenne mensuelle de plus de 24 milliards de nos francs. Ce communiqué, le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako informe l'opinion nationale et internationale qu'il s'est rendu ce jour 13 juin à Kati pour s'enquérir des conditions de détention des personnes qui font l'objet de poursuites pour les faits d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État par l'emploi illégal de la force armée,
association de malfaiteurs, assassinats, coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes de guerre et complicité. Au cours de cette visite, il a été constaté une amélioration sensible de leurs conditions de détention. Toutefois, les détenus, aussi bien que leurs conseils, ont fait part de certaines préoccupations auxquelles la justice s'attellera rapidement à apporter des solutions conformément à la loi. Le procureur de la République rassure l'opinion publique nationale et internationale que tout sera mis en œuvre pour un respect scrupuleux des droits des personnes détenues. En 5e région, les populations de Djéné et de Mopti peuvent garder espoir pour la poursuite des travaux de réalisation du seuil de Djéné du débarcadère de Mopti. L'information a été donnée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche qui vient d'effectuer une visite de terrain dans la région. Moustapha Doumbia. C'est accompagné d'une forte délégation nationale et régionale. Visite en 5e région. Première étape, les chantiers du seuil de Djéné, où les travaux ont atteint près de 18%. L'ouvrage s'inscrit dans le cadre du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Selengue PDI-BS. Après le seuil de Djéné, le ministre s'est rendu à Sabé dans la commune de Sokoura, à Sampara dans la commune de Bassiro, puis à Sévaré. Dans ces localités, il a pu constater l'état d'avancement des travaux du projet d'agriculture et de transformation agroalimentaire. De ce barrage de Djéné, alors les derniers événements ont connu l'arrêt de ce projet, mais nous avons convenu avec l'entreprise chinoise qui est chargée d'exécuter les travaux, de continuer les travaux de manière à ce que les arrêts ne soient pas préjudiciables à la bonne finition de ce chantier. Et au niveau de Mopti, nous avons visité le projet ferme moderne de Mopti. Cette ferme moderne est une nouvelle conception, un projet intégré avec une activité agricole et l'activité de transformation industrielle du paddy. Le ministre s'est aussi rendu sur les chantiers de la rizerie de Mopti à Sévaré et sur celui du débarcadère de Mopti. Cette infrastructure, vous l'avez constaté, est réalisée à peu près à quelques 68%. Et il reste peu de choses pour qu'on l'achève. Et il y a eu beaucoup de difficultés, des incompréhensions entre nous et les bailleurs de fonds. Donc nous allons nous mettre pour que ce chantier puisse connaître une bonne fin d'exécution. Et déjà, vous avez vu que ce chantier ajoute une partie à la vie de Mopti, parce que toute la vie de Mopti est liée au port de pêche. Avant de quitter la Venise malienne, le ministre Moussa Léo Sidibé a échangé avec les cadres régionaux sur les préoccupations de son département et celles du gouvernement de transition, parmi lesquelles la libération du nord de notre pays, les plans d'urgence alimentaire, la campagne agricole 2012-2013 et la subvention de l'État pour la réussite de la dite campagne. Suite de la mission conjointe CMDT et Union nationale des producteurs de coton dans les zones cotonnières du Mali, à Fana et Djoïla, la mission a rencontré les producteurs et échangé avec eux sur les stratégies d'amélioration de la qualité du coton graine. Au niveau de la zone, la campagne 2012-2013 démarre bien. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux Karunga Konaté et Bourama Traoré. C'est sous une fine pluie que la forte délégation conjointe CMDT et Union nationale des producteurs de coton est arrivée à Nyona, un village situé à 10 km de la commune rurale de Nangola, cercle de Djoïla. L'accueil est chaleureux. Nyona est l'un des grands villages producteurs de coton. L'illustration est Adama Siaka Traoré, un coton-culteur pilote, mais ce dernier avait abandonné la culture du coton en 2009. À l'origine, la caution solidaire. Je me suis retiré complètement de la culture du coton parce que je me suis trouvé avec mon argent qui est englouti dans la caution et j'ai fait une campagne sans faire de coton. Depuis 2011, Adama Siaka Traoré est de retour parmi les producteurs de coton. De 4 hectares de coton la campagne écoulée, il exploite cette année 10 hectares. Je cultive le coton par rapport à certains aspects. Et le premier point, c'est par rapport
aller aux arrière-effets que la parcelle du coton va donner. Parce que là, on est où vous ferez le coton. L'année suivante, si vous faites les céréales, vous aurez un bon rendement aux céréales aussi. Le village de Nyona fait partie de la filiale centre de la CMDT, filiale qui table cette année sur 100 000 tonnes de coton graines. Nous avons prévu à peu près 1 tonne à l'hectare. Et par rapport à ça, toutes les stratégies seront mises en œuvre pour réaliser cet objectif, notamment le respect des itinéraires techniques, le renforcement des capacités de l'encadrement et des producteurs et le suivi rapproché de l'encadrement avec l'accompagnement de tous nos partenaires. D'un constat général, on remarque cette année une réelle motivation chez les producteurs à faire mieux. En témoigne l'augmentation significative des superficies à emblaver. Le taux de pourcentage de semis à cette date est largement supérieur à la campagne écoulée. Donc ce qui dénote que nous sommes en avance par rapport à la campagne passée. On a constaté que tous les paysans ont été payés. Et de Bougouni jusqu'à Fana ici, on n'a pas eu un paysan qui nous a dit qu'il n'a pas reçu ses sous. L'un des objectifs de cette mission conjointe est de présenter aux producteurs les stratégies d'amélioration des rendements et de la qualité du coton graine. Les travaux du deuxième comité national de pilotage du projet d'appui aux organisations de producteurs pour une meilleure valorisation des productions dans le cercle de Bandiagara et de Menaka ont eu lieu ce matin. Il s'agissait de passer en revue les activités du projet et donner les orientations afin que les partenaires acceptent la prolongation puisque le projet sera clôturé le 31 décembre prochain. Compte rendu Boubacar Sissoko. Ce deuxième comité national de pilotage du projet d'appui aux organisations de producteurs pour une meilleure valorisation des productions dans les cercles de Bandiagara et de Menaka doit formuler les orientations nécessaires pour une prolongation du projet qui prendra fin le 31 décembre 2012. Il s'est avéré que le projet a atteint des résultats appréciables. Les impacts ont contribué à l'amélioration de la productivité et les conditions de vie des bénéficiaires. L'un des sous-projets est mis en œuvre à Menaka. Et la zone de Menaka est occupée aujourd'hui par la rébellion Touareg. Ceci a été une entrave à la mise en œuvre de ce sous-projet. Nous, on propose de faire une prorogation d'au moins 6 mois pour pouvoir vraiment atteindre tous nos objectifs. L'agriculture étant le pilier essentiel de l'économie, le département en charge fonde beaucoup d'espoir sur ce projet. Le 4e atelier régional du programme italien pour la sécurité alimentaire qui s'est tenu du 1er au 3 février 2012 à Banjul, en Gambie, a recommandé à la FAO de faire un plaidoyer pour amener les gouvernements et les partenaires à s'intéresser et à s'engager dans la formulation et le financement des projets dans le cadre de la sécurité alimentaire. La FAO, pour sa part, est convaincue que la sécurité alimentaire ne saurait être assurée que s'il y a un financement conséquent de l'agriculture. La FAO, votre organisation, vous accompagnez tout au long de l'exécution du projet qui nous réunit aujourd'hui et elle continuera à le faire. Je vous invite donc à capitaliser les expériences et les bonnes pratiques du projet. Ce projet d'appui aux organisations de producteurs pour une meilleure valorisation des productions couvre 13 villages de Bandiagara et 3 de Menaka. Il a été financé par le gouvernement d'Italie à travers la FAO pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Voir de visu les réalisations de chez nous, tel est l'objectif de la visite de Madame le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke et Kouyaté. Madame le ministre était accompagnée pour la circonstance de 3 autres de ses collègues. Nando Dambélé. Matinée bien remplie pour Madame le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme et ses collègues de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales,
Le ministre délégué auprès du ministre de la Jeunesse, du Travail et de la Formation professionnelle, chargé de la jeunesse et de la formation professionnelle. Vous avez vu cette mobilisation de ce matin. Ces ministres-là ont beaucoup de choses à faire dans leurs départements qui leur sont affectés, mais compte tenu de l'importance de la structure et de la reconnaissance internationale que nous avons, c'est pour cette raison que nous voulons. Je pense que Dieu nous donne le pouvoir également de résoudre les problèmes essentiels. Malgré ce grand intérêt pour cet établissement, des problèmes demeurent. Le constat est que ils ont quelques difficultés qui concernent la diplomation des étudiants. À leur sortie, actuellement, ils n'ont pas de diplôme, ils ont des attestations. Et on va œuvrer ensemble. C'est pour cette raison que nous avons visité ensemble le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Recherche scientifique également et le ministère de la Formation professionnelle pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution rapide pour que les sortants de cette année puissent au moins avoir leur diplôme reconnu. Le conservatoire connaît également un manque pressant de personnel avec le départ des enseignants cubains et espagnols au mois de mars. Créé en 2003, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Fatseke assure la formation artistique et professionnelle des créateurs dans le domaine des arts plastiques, de la musique, de la danse, des métiers multimédia et du théâtre. On ne cessera de le rappeler, le Mali reste riche de sa culture. Le groupe de la Banque marocaine du commerce extérieur manifeste sa solidarité au peuple malien suite aux événements qu'il traverse. Il l'a fait savoir ce matin à Casablanca, au Maroc, en recevant les administrateurs de la Banque de développement du Mali, BDM SA, une banque partenaire. Nos envoyés spéciaux, Amadou Sankari et Adama Kamara. Après la ville de Marrakech qui a accueilli la 44e session du conseil d'administration de la BDM-SA, c'est au tour de la ville de Casablanca de recevoir ses administrateurs. Sur place, le président directeur général de la BDM-SA, Abdoulaye Dafé, et ses collaborateurs ont été reçus par le président du groupe BMCE Banque, Othman Benjeloum, qu'on voit sur ces images. Avant même d'échanger autour de la vie de leur institution, la partie marocaine a manifesté sa solidarité au peuple malien face à la situation qui prévaut en ces moments. Nous voudrions vous exprimer, chers amis maliens, toute la sympathie et la solidarité que nous ressentons à votre égard pour les moments particulièrement difficiles que traverse le Mali. Nous savons pour notre part combien est chère à nos valeurs et à notre identité comme elle l'est aux vôtres, l'intégrité territoriale. Nous formulons nos vœux et nos prières pour que ce grand pays, par l'histoire et la géographie, retrouve la stabilité et la sérénité qui sont le fondement de la prospérité économique et des peuples. Le pays ami, héritier de l'Empire de Mali, berceau de la civilisation ouest-africaine, la nation des Mansa, roi des rois, tel Soundiata Keïta au XIIe siècle, de Kangal Moussa au XIVe siècle, la nation du président-père de l'indépendance malienne en 1960, dont l'une des grandes artères de Casablanca porte encore l'illustre nom Modibo Keïta. À travers un film documentaire, la Banque marocaine du commerce extérieur a partagé avec les administrateurs de la BDM-SA les opportunités qu'elle offre. À travers cette illustration visuelle et sonore d'un groupe que nous avons patiemment bâti, nous réaffirmons notre engagement irrévocable à poursuivre nos investissements au Maroc et à l'international, et plus particulièrement en Afrique. Avec cette visite, les deux parties entendent consolider davantage leur partenariat, et c'est là au grand bonheur du peuple malien et du Royaume du Maroc. Réception hier soir à l'ambassade de Russie dans notre pays. La fête de célébration nationale de la Russie a réuni plusieurs membres du gouvernement et représentants du corps diplomatique. Agali Ag Aguissa. La coopération entre le Mali et la Fédération de la Russie est vieille de plusieurs décennies. Elle touche tous les secteurs de développement. Donc quoi de plus normal que la célébration de la fête nationale de la Russie est un cachet au Mali.
Dès les premières années de l'indépendance du Mali, l'Union soviétique s'est toujours tenue aux côtés du Mali dans ses efforts de développement. L'Union soviétique a appuyé le Mali dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'armée. L'essentiel de l'armement du Mali était constitué de matériel militaire soviétique. Cette fête est célébrée au moment où le Mali vit une situation sociopolitique difficile. Cette crise que partage notre pays avec la communauté internationale demeure une préoccupation des autorités russes. Il est préoccupant de constater l'accentuation de crises dans plusieurs pays africains, dont le Mali et la région sahélienne dans son ensemble. Il y va donc de notre intérêt mutuel de parvenir à régler au plus vite les situations de crise et de prévenir leur extension, car un tel danger existe. Du point de vue russe, le rôle clé dans ces processus doit revenir aux Africains eux-mêmes, avec une assistance active de la communauté internationale. Plusieurs membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique et autres amis de la fédération étaient présents à cette cérémonie. La Russie reste le plus vaste État de la planète en termes de superficie. Aujourd'hui, la Russie compte 143 millions d'habitants. Et ce télégramme en relation avec la célébration de la fête d'indépendance de la Russie, le président de la République par intérim à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple russe, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. Je voudrais saisir cette agréable circonstance pour vous réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de fructueuse coopération existant entre la Russie et le Mali. Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé pour le président de la République par autorisation, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile en visite à la garde nationale, le général Tchéfin Konaté, était porteur de 3 messages, à savoir la discipline, la réconciliation et la vigilance. Évoquant le dernier point, le ministre a invité tout un chacun au partage de l'information en ce qui concerne tout acte suspect constaté. S'agissant de la reconquête des 3 régions du nord de notre pays, le général Tchéfin Konaté incite ses frères d'armes à un réarmement moral et physique. En lui souhaitant la bienvenue, le chef d'état-major de la garde nationale du Mali, colonel Daouda Sogoba, a rappelé la devise du corps, à savoir combattre avec honneur, dignité, loyauté et patriotisme. L'ONG Water Aid Mali vole au secours de certains établissements scolaires du district de Bamako. Elle vient de mettre à leur disposition un important lot d'équipements et de matériel d'assainissement. Abdrahman Meïka, reportage. Composée exclusivement de matériel d'hygiène ou d'assainissement pour plus de 4 millions de francs CFA, cette contribution de WaterAid offrira un meilleur cadre de travail aux enfants. WaterAid appuie ainsi les autorités scolaires, le gouvernement du Mali et leurs partenaires pour lutter contre la diarrhée, le paludisme et autres maladies d'origine hydrique liées à l'insalubrité. La santé de nos enfants est une préoccupation de tous. Les bonnes pratiques en hygiène et d'assainissement ne doivent pas se limiter à l'école. Les parents doivent y veiller de manière à en faire des comportements quotidiens. J'allais dire des réflexes pour les enfants aussi en famille. Fruit de la coopération entre le Mali et ses partenaires, la présente donation permet aux responsables de ces écoles d'assurer une meilleure gestion des ordures, le nettoyage de la cour, des latrines et des salles de classe. Les enfants ont droit à des infrastructures de base telles que les latrines scolaires, l'eau potable, l'environnement propre et des informations de base sur l'hygiène. Lorsque ces conditions sont créées, les enfants apprennent mieux et peuvent apporter à leur famille des notions et des pratiques en matière d'assainissement et d'hygiène. Le chef de cabinet du ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a remercié la directrice de WaterAid pour les nombreux efforts qu'elle déploie pour lutter contre les saletés qui constituent des véritables obstacles à la santé.
L'initiative mérite, selon Adama Koulibaly, d'être multipliée et soutenue pour le bonheur des jeunes scolaires. Dans le cercle de Kangaba, l'ONG Le Tonus a remis des équipements et des vivres à la population de la commune rurale de Kagnogo. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire des villages concernés. Ousmane Koïta. Rendre disponibles les céréales en renforçant les capacités de la banque des céréales communale, améliorer la production agricole et maraîchère, renforcer les compétences des organisations paysannes et de l'équipe communale dans la planification et la gestion du développement communal en tenant compte de la question de sécurité alimentaire. Voilà ce qui justifie cette cérémonie de remise d'équipements et de vivres aux autorités communales de Kagnogo par l'ONG Le Tonus. Aujourd'hui, on a déjà réalisé 3 périmètres maraîchers en y creusant des puits à grand diamètre et en clôturant avec du grillage. Et on a déjà doté la banque de céréales en vivres, je l'avais dit 3 tonnes. Et les équipements, les petits équipements que vous venez de voir sont déjà disponibles. On a doté chaque village de 3 charrettes qui vont être tractées par 3 ânes, mais aussi des petits équipements pour la mise en œuvre de toutes les formations dont les époux vont bénéficier. En remettant ces dons, l'ONG Le Tonus veut, à travers son projet, améliorer la sécurité alimentaire des 11 villages de la commune de Kagnogo en 2 ans. Coût de réalisation 64 237 680 francs CFA, dont 2 118 000 francs CFA de contribution locale. Une initiative saluée par les autorités de la commune de Kagnogo. L'expression me manque ici pour qualifier le geste si prestigieux qui va au fond du cœur de toutes les populations de Kagnogo. Ces donations peuvent s'évaluer à plusieurs millions et rentrent naturellement dans le patrimoine de notre commune. Auparavant, la délégation a visité certaines réalisations de l'ONG Le Tunis, à savoir le périmètre maraîcher, les 3 tonnes de riz pour alimenter la banque des céréales. Une mission de bons offices composée de l'association Djina Dogon, l'association Tabital Poulakou, l'association pour le développement du cercle de Koro et conduite par l'honorable Aliou Aya, député à l'Assemblée nationale, se sont rendus à Sari, commune de Dinangourou, cercle de Koro, et Djindje, village frontalier du Burkina Faso, commune de Bané. Objectif de la mission, rencontrer la population de Sari, les Peuls déplacés au Burkina Faso suite au douloureux événements survenus les 21 et 22 mai derniers. Présenter des messages de compassion et trouver également des solutions idoines pour le retour des déplacés. Mahamar Ibrahim Touré, reportage, mais avec la voix de Yacouba Meiga. Plus jamais ça entre les communautés Dogon et Peul du village de Sari dans la commune de Dinangourou, cercle de Kourou. C'est le message apporté aux populations par la mission de bons offices composée des membres de l'association Djina Dogon, Tabital Poulakou et l'association pour le développement du cercle de Kourou suite aux événements survenus le 21 et 22 mai dernier, faisant 16 morts parmi les communautés Peul. L'objectif principal était de rencontrer les Dogons à Sari, les Peuls déplacés à Djindje, village frontalier du Burkina Faso dans la commune de Ban, apporter les messages de compassion et trouver des solutions idoines à leur retour. Nous avons parlé avec les populations de Dinangourou et de Sari. Ces populations ont dit leurs regrets, leur condamnation et ont demandé le pardon, un pardon ferme, un pardon de cœur. Il fallait ce premier pas. Après ça, nous sommes partis voir les victimes en territoire burkinabé pour, au nom de Djina Dogon, au nom des habitants de Sari, de Dinangourou, demander le pardon. C'est le premier geste qu'il fallait faire et le pardon a été demandé, a été posé. Nous avons amené le message de réconciliation et de paix. Il ne faudrait pas qu'on déplace le problème. Faire des oppositions ou bien des confrontations Peul Dogon, non. C'est des communautés frères qui sont dans un même village, qui ont eu le même problème. Il faut quand même retourner à la paix et à la quiétude au niveau du village de Sari. Le conseil communal de Dinangourou s'est dit prêt à œuvrer pour la réconciliation. Les différents chefs de village regroupés à Sari ont exprimé leurs regrets, présenté leur pardon à l'association Tabital Poulakou. Ils se disent prêts à réparer les maisons pillées et saccagées.
Après la visite des lieux saccagés, l'émotion était grande et pathétique à Djindji, où les Peuls se disent victimes de pillages, enlèvement d'animaux et 1108 déplacés sur 5 sites du Burkina Faso. À la rencontre avec les autorités locales, le préfet de Kourou dira que les dégâts sont déjà répertoriés. Ce que nous avons vu après les événements à Sari sont très déplorables. Il était de notre devoir, présenter nos compassions, nos remerciements aux autorités burkinabées qui ont pu recevoir nos frères maliens sur leur territoire en détresse. Il faut très rapidement, ramener la confiance entre ces deux communautés. La somme de 500 000 francs CFA a été remise aux communautés Peuls déplacées. Des messages de paix sont diffusés sur la radio Orona de Kourou. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera demain 14 juin la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Chaque donneur de sang est un héros ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, les besoins annuels de sang sont estimés à environ 8 millions de poches par an, mais force est de reconnaître que l'Afrique n'en collecte que la moitié. Pour combler ce déficit, l'OMS demande l'implication de tout un chacun. À l'occasion donc de cette journée, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Fatoumata Binta Tidjani, a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Elle est au micro de Sokona à Kamisoko. Le 14 juin de chaque année, nous commémorons la journée mondiale du donneur de sang. Cet événement nous donne l'occasion de sensibiliser le grand public à l'importance du don de sang pour sauver des vies. Le thème retenu cette année est « Chaque donneur de sang est un héros ». Ce thème reconnaît le geste héroïque qui consiste à faire du don de sang pour sauver des vies et encourager toute personne en bonne santé à donner volontairement de son sang. Cependant, force est de constater que si certains pays ont réalisé des progrès remarquables, d'autres sont loin d'atteindre les cibles fixées dans la stratégie régionale pour la sécurité du sang, notamment la cible de collecter au moins 80% de dons de sang chez des donneurs volontaires et réguliers. Aujourd'hui, dans la région africaine de l'OMS, près de 20 États sur les 46 collectent plus de 50% de leur sang chez les donneurs familiaux de remplacement. Alors que les besoins annuels sont estimés à environ 8 millions de poches de sang, les pays de la région n'en collectent que la moitié. Le déficit à combler reste important et cette insuffisance se fait particulièrement ressentir en zone rurale où vit la majorité de la population et des malades. La transition, elle est toute trouvée pour ouvrir le dossier de ce journal. Le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, a été un établissement public à caractère scientifique et technique. De sa création à nos jours, le centre s'est donné comme mission la collecte et la mise à la disposition de ceux qui en ont besoin du produit sanguin gratuit. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du donneur de sang, nous avons tenté de savoir un peu plus sur la mission réelle du CNTS, les bénéficiaires de ces services et les conditions d'accès à ces produits. Suivez un dossier signé Modibo Mariko. Appelé jadis Banque de sang, le Centre national de transfusion sanguine existe depuis 1990 avec comme mission la collecte, le traitement et la distribution des produits sanguins. Le Centre national de transfusion sanguine est une structure publique, un établissement public à caractère administratif, scientifique. Les produits qui sont offerts au niveau des structures de soins sont quand même des produits de qualité qui ont subi des procédures qui sont normalisées, des procédures qui sont bien contrôlées au niveau du centre national ici. Pour
tout ce qui concerne ces produits-là. Et ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, les tests qui sont recommandés par l'OMS sont effectifs au niveau du CNTS de Bamako ici, à savoir le dépistage du VIH, SIDA, le dépistage des hépatites virales B et C et de la syphilis, en plus de la détermination du groupe sanguin du donneur de sang. Le geste de don de sang est un geste pour la vie. Pourtant, des échos qu'on a de cette action, les gens ne se bousculent pas au portillon. Sur un besoin national de 120 000 poches, le CNTS, par exemple, en 2011, n'est arrivé à collecter que 30 000, très loin de la norme internationale qui est de pouvoir couvrir ne serait-ce que 2% les besoins du pays. Les gens doivent se rassurer que, en tout cas, tout est mis en œuvre ici pour que les produits de qualité soient distribués aux malades. Autant nous veillons aussi à la sécurité des patients qui reçoivent ces produits, autant aussi nous veillons à la sécurité de ceux qui y donnent. Donc tout est mis en œuvre à ce niveau aussi pour que les donneurs qui viennent, en donnant leur sang, n'aient pas de problème. Donc au préalable, ils subissent une visite médicale pré-don d'abord pour juger de l'aptitude ou non d'un candidat donneur à pouvoir donner du sang, oui ou non. La condition pour accéder au sang du CNTS est liée à la demande d'un médecin. Les poches de sang qui sont collectées par le CNTS sont distribuées au niveau des formations sanitaires, que ce soit du public ou le privé. Donc nous recevons des demandes. Au Mali, en tout cas, c'est la gratuité de tous les produits sanguins sur toute la ligne qui est observée ici, contrairement aux pays voisins où il y a un recouvrement des coûts qui se fait sur les poches de sang. Il n'y a pas de conditions particulières pour avoir le sang. C'est la demande est faite par un médecin. Et je rappelle qu'il s'agit d'une ordonnance médicale, cette demande-là. Donc ça veut dire que n'importe qui aussi ne peut pas être prescripteur de produits sanguins. Le CNTS couvre tout le territoire national et on trouve ses démembrements jusque dans les cercles du Mali. Faute d'avoir suffisamment de donneurs volontaires, le CNTS s'appuie souvent sur des donneurs familiaux. En plus de son siège, le centre met en place par moment des équipes mobiles. Des efforts colossaux pour subvenir aux besoins des patients qui souffrent d'un déficit en composants sanguins consécutif à une maladie, un accident dont l'issue peut être fatale. Et nous sommes confrontés à un problème de donneurs de sang. C'est pourquoi on fait recours aux parents de ces patients. Nous avons des moyens de conservation vraiment très performants, de matériel neuf, et que ce soit ici au niveau, jusqu'au niveau le plus périphérique de la chaîne transfusionnelle au Mali, c'est-à-dire les CCRF, ont été dotés des réfrigérateurs type banque de sang pour pouvoir conserver les produits sanguins. Nous avons un besoin de plus en plus grandissant, mais le nombre de donneurs est resté stationnaire pendant longtemps, malgré les différentes campagnes de mobilisation, de sensibilisation qui sont faites. Et le nombre de donneurs n'arrive pas à couvrir le besoin. Sécurité, gratuité et volontariat sont les credos du centre. De ces faits, donner son sang ne présente aucun risque et mieux, les donneurs volontaires bénéficient de consultations et d'examens gratuits en cas de maladie. Profitez ainsi de la Journée internationale du donneur volontaire pour vous mobiliser, car sans donner égale vie sauvée. Sport dans ce journal, championnat national Ligue 1, la 22e journée s'est poursuivie avec 2 rencontres au stade Omnisport Modibo Keïta. Pas de vainqueur dans la rencontre à Somme COB, soldée par un score de 0 but partout. En revanche, belle opération de l'AS Bakaridjan qui l'emporte en déplacement 1-0 devant l'AS Real de Bamako. Cette victoire permet à l'équipe de Barawili de garder le contact avec le trio de tête. Le résumé des 2 matchs avec Aldou Matina. Après son carton 4-0 de la précédente journée devant le CSK,
L'AS Real de Bamako retombe dans ses travers en cette 22e journée de Ligue 1, suite à sa défaite de 1-0 dans ce match face au vert de l'AS Bakaridjan. Un but intervenu à la 56e minute de jeu grâce à Diatigi Bagayego, qui ne rate pas l'unique véritable occasion de but de sa formation. Ainsi comme à l'aller, l'équipe de Baraouli gagne devant les Scorpions de Bamako par le même score. C'est là à la faveur d'une partie absolument engagée et plaisante. Jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, il était difficile de ne pas envisager les Noirs et Blancs revenir à la marque, tant ils étaient très en vue. Finalement, le dernier mot revient à l'AS Bakaridjan qui a certes souffert. Nous allons nous battre parce que notre objectif c'est d'avoir une sortie africaine, quoi. Donc il n'y a pas de match à sous-estimer. Tous les matchs sont une finale pour nous. C'est un match très plaisant. L'équipe n'a pas démérité. Ils ont gagné et puis ils ont très bien joué. Je n'ai fait que les féliciter. On va continuer de travailler davantage parce que nous, on est toujours en bas du tableau. Avec 39 points à 8 journées du terme, la formation de la 4e région qui occupe la 4e place rêve désormais du podium pour une sortie africaine l'année prochaine. Ce qui ne semble pas être le cas du club olympique de Bamako qui a presque hypothéqué ses chances avec ses partages de points devant l'association sportive olympique de Misra. 11 points de retard, c'est ce qu'accuse désormais le Sobé de la 3e place qualificative en Coupe de la Confédération. Énorme déception donc des Olympiens, incapables tout au long du match de trouver la solution face aux Oranges de Misra. Ni l'attaquant Ismaël Diarra de retour, encore moins l'entraîneur Sekou Sek qui revient d'une formation en France, n'ont pu permettre aux clubistes de l'emporter. J'essaie de jouer par intermittence. Les jeunes n'ont pas compris qu'on doit continuer à avoir le ballon et se déplacer de gauche à droite. Mais bon, malheureusement, on a eu un point. On ne peut pas dire qu'un point aussi c'est mauvais. À ce niveau du championnat, il faut ne pas perdre seulement, c'est tout. Un point n'est pas mauvais, mais on était venu aujourd'hui, vraiment, on voulait gagner contre le COB. On voulait gagner parce que depuis qu'on est venu en première division, c'est la seule équipe qu'on n'a jamais gagné. On n'a jamais même trouvé un point contre le COB. Donc j'ai dit aux enfants, en match aller, il nous a battus, en Coupe de la Ligue, il nous a battus. Donc aujourd'hui, on était venus vraiment, on a renforcé les jeunes, on a essayé de les motiver. Les COB et l'Assom, faut-il le rappeler, sont 7e et 8e du classement. Nous revenons sur ce communiqué avant de refermer ce journal. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako informe l'opinion nationale et internationale qui s'est rendue ce jour 13 juin à Kati pour s'enquérir des conditions de détention des personnes qui font l'objet de poursuites pour les faits d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État par l'emploi illégal de la force armée, association de malfaiteurs, assassinats à coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes de guerre et complicité. Au cours de cette visite, il a été constaté une amélioration sensible de leurs conditions de détention. Toutefois, les détenus, aussi bien que leurs conseils, ont fait part de certaines préoccupations auxquelles la justice s'attellera rapidement à apporter des solutions conformément à la loi. Le procureur de la République rassure l'opinion publique nationale et internationale que tout sera mis en œuvre pour un respect scrupuleux des droits des personnes détenues. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Demain, 10h, 13h, Nyanya Aliou Traoré et 18h, 20h, si Dieu le veut, je serai là. Merci à nos téléspectateurs du nord du Mali, vivant sous occupation. Avec vous, nous sommes de cœur et d'action. On ne vous oublie pas. Excellente nuit à tous.